Bienvenue à Out Syndrome et je vous demande d'accueillir sur table les co-présidentes de la JL, Laura Foucault et Pauline Bourbeau. Oui, bonjour, merci beaucoup. Et si on laissait les enfants décider de qui elles sont et de ce qu'elles désirent? Je ne parle pas de manger du chocolat en guise de dîner, même si vous connaissez peut-être mes points faibles. Non, je vous parle d'enfants qui, pas toujours, mais parfois, savent déjà, au fond d'elles-mêmes, qui elles sont trans, non-binaires, gays, lesbiennes ou bi. D'enfants que certains adultes disent vouloir protéger en leur déniant leur capacité à l'autodétermination. D'enfants que les institutions refusent de considérer comme des êtres dignes d'être pleinement écoutés ou crus lorsqu'elles dénoncent des violences éducatives ou sexuelles. D'enfants intersexes qui subissent encore des mutilations inacceptables, soi-disant pour leur bien. Pourquoi leurs paroles seraient-elles moins crédibles? Pourquoi leur consentement est-il si rarement recherché? Ces dernières années, on a vu la droite conservatrice et l'extrême droite surfer à l'envi sur cette idée de protéger les enfants, en tentant d'empêcher le mariage pour tous, l'adoption ou la PMA pour les couples de même genre, au nom des enfants, tout en clamant des insultes homophobes dans les rues, laissant libre cours aux vraies raisons de leur soi-disant manif pour tous. En tentant d'interdire toute transition médicale pour les mineurs, au risque de porter atteinte à leur droit à la santé, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant. À chaque fois, c'est le même moteur, la panique morale, qui trouve sa caisse de résonance chez certains médias complices et qui fait peu à peu tache d'huile, imposant ses éléments de langage et tentant de répandre son hégémonie culturelle. Alors aujourd'hui, avec l'association des journalistes LGBTQIA+, la JL pour les intimes, nous avons voulu interroger les mécanismes idéologiques de cette offensive. Parce que cette stratégie, en fait, elle est en grande partie médiatique. Il s'agit de construire des récits, des analyses, qui derrière un pseudo-bon sens et l'argument imparable de la protection des enfants, masquent un agenda réactionnaire qui est complètement à l'opposé de ce qu'il prétend être. Alors, pour nous, il nous semble indispensable que les professionnels de l'information, les journalistes, etc., prennent conscience de cette stratégie et soient vigilants pour éviter de tomber à chaque fois dans le panneau, pour être capable de raconter cette offensive et d'apporter la contradiction à celles et ceux qui y participent. C'est pourquoi, dans la lignée de nos actions, que ce soit les formations en école de journalisme, le travail de veille et de pédagogie auprès des professionnels, ou notre kit de bonnes pratiques à l'usage des rédactions, il nous a semblé important de proposer aujourd'hui cette table ronde. Juste un petit mot avant la table ronde. Lies Loufoque devait être avec nous, qui est un juriste militant de la cause de la protection de l'enfance, mais malheureusement, il a eu d'autres impératifs et il n'a pas pu être là, donc on devra se passer de lui. Mais on prévoit une petite vidéo avec lui plus tard sur les réseaux sociaux pour lui faire partager tout ce qu'il a à dire sur ce sujet, et je pense que ce sera passionnant, comme toujours, avec Lies. Et juste aussi, après cette table ronde, on a prévu un autre moment festif. Notre idée, c'est pour faire face à la vague de conservatisme qui partout dans le monde menace nos droits, qui inonde les médias d'LGBT-phobie, de racisme, de validisme. On s'est dit que ce soir, on avait aussi envie de répondre par la joie, par la fête, et d'offrir une plongée dans une adolescence queer que beaucoup d'entre nous n'ont pas pu avoir. Et c'est pour ça qu'on vous proposera ensuite un bal de promo queer. Donc on aimerait remercier déjà Aline et les intervenantes de ce soir, Maëlle et Léane, que vous entendrez ensuite. On aimerait aussi saluer celles qui ont rendu cet événement possible. Déjà Césure, Main-Paillette, qui est à côté de nous. Juliette, qui a coordonné avec brio l'organisation de cette soirée. Nos incroyables camarades du bureau de la JL et au-delà, tous les bénévoles de l'association. On aimerait aussi remercier les artistes de la Queer Prom que vous allez voir ensuite ce soir, et enfin nos partenaires, Mediapart, la Ville de Paris et la Fondation Heinrich Böll, ainsi que Mini Majesté et son bingo drag. Voilà. Et maintenant, on va vous laisser avec cette magnifique table ronde, et Aline, je te laisse vous présenter. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et merci la JL de faire un travail incroyable depuis maintenant pas mal de temps et d'organiser cet événement. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour cette table ronde exceptionnelle, dans le sens très littéral, puisqu'elle traite d'un sujet rarement exploré, rarement traité, l'instrumentalisation des enfants dans les paniques morales réactionnaires. Aujourd'hui, j'ai avec moi Maëlle Lecor, qui est journaliste, autrice, spécialiste des questions féministes et LGBT. Maëlle, tu as écrit l'ouvrage collectif Gwyn, que je pense pas mal de personnes ont lu, et le livre La PMA pour les nuls. Oui, il existe. La PMA pour les nuls en 50 notions, je précise, voilà, parce qu'il y avait un PMA pour les nuls qui existait déjà avant. Wow. Incroyable, on parle beaucoup trop de PMA. Donc, il y a vraiment beaucoup de livres qui sortent sur la PMA, hein. C'est un sujet saturé. Et là, tu es en train de préparer un livre que personne n'a lu pour l'instant. Pour la bonne et simple raison qu'il n'est pas fini d'écrire encore, voilà, donc il n'est pas publié, mais je prépare un livre sur l'éducation à la sexualité, donc l'EVARS aussi, parce que je vais dire beaucoup de fois le mot EVARS, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui est le sigle désormais en vigueur. Donc voilà, je vais alterner entre le mot EVARS, éducation à la sexualité, un peu de manière pas forcément interchangeable, mais voilà, en tout cas c'est un mot qui va revenir pas mal pendant la table ronde, je pense. Et il sortira quand ce livre ? Normalement à la rentrée 2026, donc dans longtemps. En septembre 2026. Septembre 2026, okay. Voilà. Voilà, donc il ne sera pas sorti prochainement. Voilà, je peux rien vous dire de plus pour le moment. Et à côté de toi, nous avons Léana Lestra, qui aussi, dans le même style, est journaliste et autrice spécialisée du féminisme et des questions LGBT, Q+, on peut le dire. Et tu as écrit notamment les essais « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?» et « Les vigilantes ». Et en ce moment, tu es en train de... t'es en pleine campagne de crowdfunding pour un nouveau média. Oui, tout à fait, qui est un média qui va être un média généraliste, mais avec un prisme queer. Et du coup, on est 3 cofondatrices. Donc, il y a Apolline Bazin, qui a été rédactrice en chef de Manifesto 21 pendant 10 ans, plutôt journaliste culture. Aria Méronier, donc, qui est plutôt militante de terrain, donc qui vient plutôt directement des luttes. Et moi-même, du coup, qui vient des études de genre, donc ça fait 3 profils, recherche, journaliste culture et militantisme, et c'est assez complémentaire. Et voilà, on est en pleine campagne sur Ulule, là on a passé le premier palier, donc les 30 000 €. Il faut au moins qu'on aille jusqu'aux 100 000 €, il nous reste 10 jours, donc si jamais voilà, vous avez de l'argent, mais aussi un réseau, des personnes qui pourraient être intéressées par ce projet, n'hésitez pas, voilà, on a vraiment besoin de beaucoup d'aide. Merci. Et voilà, et quant à moi, je m'appelle Aline Laurent-Maillard, je suis journaliste et essayiste comme vous sur les sujets féministes et LGBTQ+, c'est dingue. Et je m'intéresse particulièrement au bien-être des enfants que j'ai traité notamment dans la série audio Bienvenue bébé et dans le podcast que j'ai récemment lancé qui s'appelle Paillettes et préjugés et qui est le premier podcast sur le genre et l'intimité des enfants. Voilà, voilà. Je pense qu'on peut y aller, on peut se lancer, on s'est présenté. Maintenant, ce qu'on pourrait présenter, c'est peut-être le titre de cette table ronde, parce que je sais qu'il est peut-être un peu compliqué pour certaines personnes. En tout cas, moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais ça veut dire quoi, panique morale réactionnaire ?» Qui veut se lancer, ça veut dire quoi ? Alors je peux commencer, si vous voulez, sur qu'est-ce qu'une panique morale. Donc une panique morale, ça va être un sujet qui va émerger de façon hyper intense d'un coup, alors que tout le monde s'en fichait il y a 2 minutes 30. Donc d'un coup, ça devient un sujet très explosif, et c'est un sujet qui, en général, va être quelque chose qui n'est pas connu, soit sur une communauté qui est très minorisée, soit sur un groupe qui est underground ou dont les habitudes sont méconnues. Et d'un coup, non seulement la polémique, parce que c'est vraiment une polémique qui va exploser médiatiquement, mais aussi dans l'opinion publique, mais en plus avec énormément de biais et raccourcis, parce qu'en fait, tout le monde va projeter ses propres peurs sur ce sujet-là. Et donc, du coup, dans la panique morale, qui n'est pas forcément que réactionnaire, il peut y avoir des paniques morales à gauche, enfin, je veux dire qu'il ne vient pas toujours des milieux réactionnaires, mais ça peut être aussi des paniques morales à gauche qui existent. Même dans nos communautés LGBT, on peut avoir des paniques morales entre nous, par exemple, des paniques morales de mecs gays sur les femmes trans, enfin, voilà, il peut y en avoir. Et chaque année, sur tel groupe a le droit de manifester pendant la marche des fiertés, où tout d'un coup, il y a un débat qui sort dont on n'avait pas entendu
entendu parler le reste de l'année. Oui, complètement. Après, des fois, c'est des débats qu'on arrive à faire émerger dans le débat public, mais là où on voit vraiment que c'est une panique morale, c'est quand c'est quelque chose qui part dans des affects de peur, de colère, et qui fait que tout le monde commence à donner son avis à partir de ses propres peurs et de ses propres colères pour parler en fait de ses affects à soi, et pas du sujet en tant que tel, ni des potentielles victimes réelles ou fantasmées qui a trait au sujet. Ouais, complètement. Je vais rebondir sur la notion de peur. C'est vraiment l'idée de mobiliser ce sentiment très fort de la peur pour générer de la colère, de l'indignation, du rejet, et distiller cette idée qu'il y a une menace, il y a un danger, il y a quelque chose, il y a une vraie raison d'avoir peur, et il va falloir résister collectivement. Et à partir de là, oui, c'est des émotions très très fortes qui permettent... qui permettent de mobiliser en grand nombre. Et je trouve ça intéressant aussi que tu rappelles que la panique morale n'est pas par essence réactionnaire, parce que c'est un mot qu'on a quand même un peu plus utilisé. Enfin, en tout cas, on a tendance à l'accoler très facilement. Je ramène ça un petit peu à la question de l'éducation à la sexualité, mais par exemple de dire qu'il y a des paniques morales de gauche, ou en tout cas qu'on pourrait croire bien intentionnées, entre guillemets. La question de l'éducation à la sexualité, en fait, depuis le début, c'est un sujet qui est fondé sur de la panique morale, en fait, c'est-à-dire la peur que les jeunes fassent n'importe quoi. Tout simplement, c'est-à-dire les jeunes et la sexualité, et forcément c'est un mélange un peu explosif, et on décide de faire de l'éducation à la sexualité parce qu'il y a besoin de faire du contrôle, de faire de la surveillance sur cette population. Voilà, typiquement, voilà, ça c'est une panique morale. Mais pour l'instant, on se dit que l'éducation à la sexualité, pour l'instant, c'est pas forcément quelque chose de notif, c'est pas forcément, en tout cas parmi les personnes progressistes, je pense qu'on est un peu entre nous aujourd'hui, voilà, c'est pas quelque chose de mauvais, mais il y a forcément un biais, il y a forcément une idée de contrôle, de surveillance qui est assez latente quand on parle d'éducation à la sexualité. Mais je pense que c'est important de rappeler cette idée de peur, notamment parce que je pense par exemple à la Manif pour tous, il ne s'agissait pas de dire on a peur de ce qui peut nous arriver si les homosexuels ont le droit de se marier, c'était pas ça du tout la question. La question c'était de dire si les homosexuels ont le droit de se marier, ça veut dire que la société court à sa perte en fait. Ça veut dire que c'est mobiliser des idées très très fortes comme ça veut dire que c'est une menace, ça veut dire que les valeurs fondamentales qui forgent le vivre ensemble, l'équilibre de notre société vont vaciller en fait. Et ça, c'est des idées très très fortes qui peuvent trouver un écho chez des personnes qui vont se dire « Ok, il faut qu'on réagisse » et la panique morale, elle grossit, elle s'amplifie de cette manière-là. Et j'aurais même tendance à dire que parfois, il y a une peur du déclassement ou une peur de perdre la peur de perdre le fait d'être au centre du sujet qui se joue dans la panique morale et qui a envie de remettre du contrôle et de la domination en fait, mais tout en le justifiant par le fait de dire je suis vraiment préoccupé, etc. Et ça, je pense que c'est très important parce que dans la panique morale, il y a souvent cette idée de vouloir reprendre du contrôle sur le récit en impulsant soi-même une panique pour ensuite, et c'est là où ça devient très souvent réactionnaire, pour pouvoir ensuite justement modeler un agenda réactionnaire par cette panique qui a été provoquée. Mais je pense que c'est important de comprendre, par exemple dans la panique morale autour du mariage pour tous, il y a cette idée que le mariage hétéro du coup ne va plus être ce sacrement qui permet de passer des étapes importantes et qui permet une grande reconnaissance sociale, et donc que ça va être dévalué socialement, et ça fait craindre de perdre des repères dans la société, et plus que des repères, évidemment, des privilèges. Donc là, se rejouent les paniques morales réactionnaires. Donc effectivement, on a un super exemple de panique morale. C'était il y a 10 ans, 11 ans maintenant 10 ans ? Ouais, c'est ça. Hein, voilà, c'était il y a quasiment... et là, bien sûr, entre-temps, on a de nouvelles paniques morales qui ont éclos, qui sont sorties de nulle part, ou pas. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. La liste est très très longue. Nous, bien sûr, on va se concentrer là sur les paniques morales qui ont lieu autour des enfants et qui instrumentalisent et dont sont victimes les enfants. Et bien sûr, puisqu'on est quand même à une table ronde organisée par l'AJL, donc l'association des journalistes LGBTQ+, LGBTQIA+, on va s'intéresser surtout du coup à tout ce qui relève du genre, de l'intimité, voilà. Mais qui veut commencer ? Est-ce que, je crois que Maëlle, tu as déjà un petit peu commencé à nous parler de l'EVARS. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement
ce que c'est les VARS et de quoi les gens ont peur et quel est le grand méchant loup qu'il faudrait tuer sur place. Alors, donc, les VARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est le nouveau sigle en vigueur pour parler de l'éducation à la sexualité et contrairement à ce que les mouvements réactionnaires qui s'y opposent voudraient faire croire, c'est pas du tout un sujet récent. Il y a une loi depuis 2001 qui impose qu'il y ait 3 séances d'éducation à la sexualité, donc d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, par an, par niveau de classe, depuis la maternelle jusqu'à la fin du lycée. On s'est aperçu depuis un certain temps déjà que cette loi n'est pas vraiment appliquée, c'est-à-dire que ces 3 séances, elles ne sont pas effectives. Il y a beaucoup d'élèves qui sortent de l'école après le bac et qui n'ont pas eu l'ensemble de ces séances. Ils en ont eu une petite partie, parfois, par chance. On va dire quelques séances au collège, par exemple en cours de SVT, peut-être un peu plus aussi au niveau du lycée, mais en tout cas, c'est loin d'être appliqué de manière générale. L'éducation à la sexualité, peut-être faire un petit rappel sur ce que c'est, sur ce que ça recouvre, c'est par exemple tout ce qui a trait à la connaissance du corps humain, ça peut être tout ce qui a trait à la contraception, c'est aussi la lutte contre les stéréotypes de genre, donc c'est un champ extrêmement large et qui depuis le début de l'année 2025 est bordé grâce à un programme scolaire, ce qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire qu'on avait une obligation dans la loi de 2001 que ces 3 séances annuelles soient appliquées, mais sans directive, sans des guidelines pour les enseignants, pour pouvoir les appliquer. Donc on était un peu sur cette situation un peu paradoxale, et la proposition qui a été faite pour que cette loi soit réellement appliquée, c'était de mettre en place du coup un programme scolaire qui aille de la maternelle au lycée, qui soit aussi séparé entre deux troncs distincts, c'est-à-dire d'un côté les VAR, l'éducation à la vie affective et relationnelle pour le premier cycle, donc c'est-à-dire la classe de maternelle et la classe de primaire, et les VARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, à partir du collège et jusqu'à la fin du lycée. Je résume très très grossièrement, peut-être qu'on peut y revenir plus tard si jamais il y a des questions plus précises, mais en tout cas voilà, je borde un petit peu ce qu'il y a par rapport à l'éducation à la sexualité. Ta question était, pourquoi ça pose un problème ? Pourquoi ça pose encore un problème ? C'est intéressant parce que l'éducation à la sexualité, en fait, moi, ce dont je me suis aperçue depuis que j'ai commencé à faire des recherches et à mener des entretiens autour de ce sujet, c'est que on pourrait croire que c'est un sujet qui fait globalement consensus dans la société. Et c'est vrai, hein, globalement, les sondages sont plutôt en faveur de l'éducation à la sexualité. Très largement, non ? Très largement. Là, je reprenais un peu des sondages. Par exemple, il y a un sondage de 2022, quand même relativement récent, on est à 85% de personnes qui sont favorables à l'éducation, 87 je crois, 87% des personnes qui sont favorables à l'éducation à la sexualité. 85%, je reprends mes notes, on est à 85% qui pensent que l'éducation sexuelle qui est faite à l'école est complémentaire de l'éducation sexuelle qui doit être faite dans les familles. Donc on est vraiment plutôt sur des choses assez positives. Il y a aussi un quart des répondants qui estiment que l'éducation sexuelle n'est pas suffisante à l'école. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez soutenu, assez plébiscité dans la société. Pourtant, c'est encore quelque chose qui fait relativement peur. Et qui ne fait pas juste peur parce qu'il y a des courants réactionnaires qui disent non, surtout pas, il ne faut surtout pas parler de ces sujets-là aux enfants, mais globalement parce que c'est une matière un peu touchy. Je parlais tout à l'heure de l'idée de panique morale vis-à-vis de la sexualité des jeunes. C'est quelque chose qui est finalement qui fait assez consensus, qui fait assez tabou. Oui, parce que là, pour le coup, on disait de gauche, de droite. Moi, je travaille pas mal sur la sexualité et chaque année, je vois qu'on a une nouvelle panique parce qu'il y a une nouvelle étude qui dit que les jeunes n'ont pas assez de rapports sexuels et c'est catastrophique. Avant, ils en avaient trop, maintenant, ils en ont pas assez. Nouvelle panique morale. C'est jamais suffisant. Les jeunes, s'ils baissent trop, c'est un problème, et s'ils baissent pas, c'est aussi un problème. S'ils baissent trop tôt, c'est un problème, et s'ils baissent trop tard, c'est aussi un problème. Donc vraiment, on n'en a jamais fini avec la sexualité des jeunes. Voilà. Bref, petite parenthèse. Donc voilà, c'est toujours regardé avec beaucoup de suspicion et avec l'idée que ça va créer du danger. Après, la question de l'EVARS aussi, c'est qu'elle touche pas seulement à la question de la jeunesse, de l'adolescence, elle va s'adresser aussi aux enfants. Et à partir de là, on a un problème, c'est-à-dire qu'on parle d'éducation à la sexualité. Qu'est-ce qu'on met tous individuellement dans le mot sexualité ? Je ne sais pas si on met tous la même chose, mais en tout cas, si vous allez dans la rue et que vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est que l'éducation à la sexualité, il y a des parents qui juste vont imaginer que par le terme éducation à la sexualité, on va faire un apprentissage de l'acte sexuel à leurs enfants. C'est très simple, hein, c'est vraiment assez basique, hein, il n'y a vraiment pas de nuance, c'est-à-dire que sexualité égale acte sexuel. Donc ça veut dire qu'on va plaquer l'idée d'une sexualité adulte dans un programme scolaire. Et évidemment, à partir de ça, c'est très facile de créer de la panique morale.
Et c'est ce dont s'emparent très facilement des courants réactionnaires. On l'a vu, la Manif pour tous qui a fait son petit rebranding, qui s'appelle désormais le syndicat de la famille. C'est très malin, parce que ça fait quasiment oublier leur petit background homophobe, sauf que bon, en fait, il n'a absolument pas disparu. Et aujourd'hui, il y a une dénonciation des Lévars par certains courants qui sont réactionnaires, mais qui ne le sont pas tous. Hein. Les anti-Lévars, ce n'est pas complètement homogène. Il y a un peu des courants. Voilà, ils sont pas tous. Il y a des hémoristes, certes, il y a les parents vigilants de Reconquête, etc. Mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, il y a un petit éventail. Mais il y a les anti-vax aussi. Il y a des anti-vax. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a des complotistes. Il y a un peu de tout. Voilà, c'est un peu une grosse. Et tout le monde s'entend pas forcément très bien en plus. Donc voilà, c'est assez intéressant de regarder comment ces groupes-là évoluent. Mais le fait est, c'est que malgré que ça fait consensus, c'est des groupes qui quand même ont un pouvoir de nuisance. Je sais, j'ai du mal à mesurer encore leur pouvoir de nuisance, parce que là, on a eu une année un peu charnière où le programme est en vigueur pour la première année scolaire. Donc pour l'instant, le principal problème de ce programme, c'est qu'il manque de moyens financiers et humains pour fonctionner. Après, oui, effectivement, il y a des groupes qui se mobilisent de manière très locale, mais qui ont finalement assez peu de caisses de résonance médiatique, contrairement à ce qu'on a pu voir, par exemple, avec les ABCD de l'égalité en 2014. J'avais très envie que tu m'en parles. On peut revenir sur les ABCD de 2014. Et notamment la panique autour, tu disais, des actes sexuels adultes. Voilà. On va apprendre la masturbation à vos enfants. Oh, panique morale. Je reprends. Donc les ABCD de l'égalité. Les ABCD de l'égalité. On peut pas comprendre si on remonte pas en arrière, je crois, sur cette histoire. Comment ? On peut pas trop comprendre si on remonte pas en arrière sur cette histoire. Ouais, je pense que vraiment la manière dont on conçoit les Vars aujourd'hui, elle prend ses racines à ce moment-là. Même s'il y a des choses un peu, voilà, évidemment, ça sort pas nulle part en 2014 parce qu'il y a le mariage pour tous juste avant. Mais je pense que le fiasco, parce qu'on va devoir l'appeler comme tel, le fiasco des ABCD de l'égalité en 2014, il donne le là un peu à la peur latente qui règne encore aujourd'hui et qui influence beaucoup la mise en place du programme scolaire des Vars, en fait. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. Ce qui se passe en 2013-2014, c'est que l'Éducation nationale décide de mettre en place un programme expérimental qui est fait pour promouvoir l'égalité filles-garçons, l'égalité filles-garçons et la lutte contre les stéréotypes de genre. Donc l'attention est plutôt louable. Et l'idée, c'est de tester ce dispositif sur 10 académies sur l'année scolaire 2013-2014. Contexte, on sort tout juste du mariage pour tous. Et donc la Manif pour tous et tous les autres ont perdu, vu que maintenant on peut se marier. Du coup, ils se disent que, ok, là il y a un truc à jouer. Il y a l'éducation. Ils ont gueulé pendant un an, un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. Là, l'Éducation nationale est en train de faire un truc, il va falloir qu'on se mobilise aussi. Ok, donc évidemment, forcément, il y a une résistance qui se met en place. Le dispositif des ABCD de l'égalité, dont ce programme est testé dans plusieurs académies, et à partir de début 2014, il y a un début de mobilisation qui est mené par plusieurs groupes différents, et notamment un qui va s'appeler la JRE, la Journée de retrait de l'école, qui va être orchestrée par Farida Belgoul, qui est une ancienne militante antiraciste qui, on ne sait trop comment, a fini par se rapprocher d'Alain Soral et a viré d'extrême droite. Un chemin de vie. Bon, pourquoi pas. Et donc, elle crée cette journée de retrait de l'école, c'est-à-dire pour se mobiliser contre c'est même pas un enseignement, hein, c'est vraiment un module justement fait pour lutter contre les stéréotypes de genre et pour favoriser l'éducation, l'égalité filles-garçons, c'est-à-dire faire en sorte que les enfants puissent jouer à ce qu'ils veulent et expérimenter ce qu'ils veulent dans la salle de classe, c'est-à-dire éviter de genrer par exemple certaines activités, etc. et favoriser la représentation des femmes dans les histoires, dans les exercices, etc. Ouais, donc, c'est des choses. On parle de femmes pompières, parler de femmes pompières et laisser les garçons se déguiser avec des robes s'ils ont envie, quoi. On est sur des choses assez inoffensives, hein, en vérité. Donc voilà. Cette JRE est mise en place, c'est-à-dire on a des opérations de tractage, mais majoritairement des boucles de mail et des boucles de SMS qui sont envoyées aux parents et qui véhiculent des fake news. On est vraiment sur une campagne de désinformation, des fake news à base de on va enseigner la masturbation à vos enfants. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, qui serait d'accord à ce qu'on appelle la masturbation à son enfant en classe de maternelle, évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez un moyen d'agir, c'est une journée par mois, vous retirez votre enfant de l'école. Et c'est devenu la JRE, la journée de retrait de l'école.
ça marche un peu. Au final, quand on regarde à quel point cette journée-là a été suivie, ça marche pas tant que ça. Ça touche quelques écoles, mais il y a quand même un bruit de fond médiatique et on est sur une séquence sociale et politique où on sort du mariage pour tous et les anti-égalités en fait sont sur les dents. Enfin, vraiment, ils veulent tout faire pour justement gagner sur cette bataille-là. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de mars ou avril, je ne sais plus la date, mais en tout cas, on arrive au printemps 2014, et là, il y a un petit moment de bascule, c'est-à-dire qu'une vidéo est publiée sur Facebook, et elle tourne beaucoup, et dans cette vidéo, on a une maman d'une école à jouer les tours, qui dit qu'une prof de maternelle a déshabillé 2 enfants dans la classe, et les a incités à se toucher et à se masturber. Cette vidéo tourne énormément, et au point que l'institutrice en question se retrouve menacée de mort, son adresse est révélée, etc. Donc ça prend des proportions assez dingues, qui aujourd'hui trouvent aussi un autre écho quand même, au point il me semble qu'elle a démissionné, en tout cas elle a changé d'école, et il me semble, je ne vais pas trop m'avancer, mais il me semble qu'elle a cessé d'exercer aujourd'hui. Donc voilà, ça a pris de telles proportions, et au point que même si la JRE avait été finalement assez peu suivie, la force de frappe médiatique a été telle que, fin de l'année, le ministère de l'Éducation nationale dit « On arrête ce truc-là, l'an prochain, on va faire un plan d'action sur l'égalité filles-garçons, un truc un peu plus soft, etc. On arrête ce truc de l'ABCD. » On aurait pu s'en tenir là, mais ce recul-là, il va vraiment marquer les esprits, et il va notamment marquer les esprits du côté de la communauté pédagogique, c'est-à-dire que du côté des enseignants, ils ont peu été soutenus. Et de fait, ça va créer un terrain un peu latent, je pense, de voir que la défiance entre les familles et eux créait autant de friction et faisait que derrière, l'éducation nationale n'a pas assuré, en fait. C'est intéressant parce qu'il y a aussi un rapport, un espèce de bilan qui a été fait par l'Inspection générale de l'éducation nationale pour dire comment ça s'est passé, ces ABCD de l'égalité. Pas très bien du coup, mais qui pointe un petit peu les erreurs qui ont été faites dans ce dispositif qui vraiment sur le papier, c'est plutôt bien lutter contre les stéréotypes de genre. Sauf qu'en fait il y a eu des erreurs qui semblent assez peut-être anodines, mais en fait ça crée aussi de la défiance vis-à-vis des parents, et je pense que cette défiance vis-à-vis des parents sur un sujet aussi sensible que la sexualité, on n'en est absolument pas sorti. Et quand par exemple ce rapport pointe que appeler les ABCD de l'égalité un dispositif expérimental pour les classes de primaire, peut-être que ça c'était une erreur en fait, parce qu'aucun parent n'a envie que son enfant fasse les frais d'un dispositif expérimental. Peut-être aussi que le mot genre qui avait été brandi par la Manif pour tous pendant 1 an avant n'était pas forcément le plus adapté, parce que moi à titre personnel par exemple j'identifie ce qu'est un stéréotype de genre. Je pense qu'on est plutôt assez nombreux à identifier ce qu'est un stéréotype de genre. Après, expliquer pourquoi c'est pas bien les stéréotypes de genre, ça prend un peu plus de temps. Et je pense que ce travail-là de pédagogie n'a pas été fait en direction des parents. Maintenant, il va falloir réparer, parce que 10 ans après, on est encore sur des tensions vis-à-vis de l'EVARS, et on n'est pas vraiment sorti de ça encore. Pardon, j'essaie de résumer et de rendre ça le plus synthétique possible. Sauf qu'effectivement, c'est des sujets qui sont compliqués, et que résumer, c'est justement peut-être la raison pour laquelle on se retrouve dans la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle. C'est simplifié, et après, rapidement, on peut se l'approprier. Avant de te passer le micro, Léane, je voulais juste... Maëlle, garde ton micro. Je voulais juste que tu nous dises concrètement, donc là, on a vu que la première panique morale sur ce sujet de l'époque contemporaine, ça a mené à la fin du programme, 10 ans d'attente pendant lesquels tous les profs ont été tétanisés. Et là, concrètement, la panique morale qu'il y a eu, c'était printemps dernier, je crois, lorsque le programme a été voté, a eu quel effet ? Quelles ont été les conséquences sur les enfants ? Sur les enfants, c'est-à-dire ? Sur le programme qui a été voté, comment ça va les affecter ? En termes de panique morale, la manière dont se manifestent les anti... Et je vais vraiment me focaliser sur les organisations anti-EVARS. Parce qu'elles sont vraiment très minoritaires, mais elles font du bruit. Et elles essaient de séduire, d'influencer tous les parents qui seraient pas forcément très informés là-dessus, qui peuvent être sensibles à ce genre de discours, ou qui n'ont juste pas vraiment d'idée de quoi on parle.
Et ça, en fait, il y en a plein. Parce qu'il suffit de dire attention, on va faire ça à vos enfants. Quels parents détournent la tête en disant oh non, je m'en fous en fait. Bien sûr que non en fait. Et c'est ça qui est très intéressant avec la question de l'enfance et des paniques morales. C'est que c'est un super joker en fait. Enfin, si vous dites on va s'en prendre aux enfants, bien sûr qu'on vous écoute. C'est une évidence. Donc là, dernièrement, ils font beaucoup de bruit. Je pense que ça peut prendre à des niveaux très locaux. Médiatiquement, ce n'est pas des discours qu'on entend tant que ça. C'est des discours qu'on peut voir sur RMC, sur CNews, sur Europe 1. Donc on connaît un peu la couleur politique de ces chaînes-là. C'est des infos qui sont reprises sur le JDD avec des tons très dramatiques et très alarmistes, etc. Sur « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va encore apprendre à vos enfants dans l'école républicaine ?» Donc globalement, médiatiquement, c'est pas encore catastrophique. En termes de mobilisation, j'ai en tête, en mars dernier, il y a une tentative de mobilisation des anti-Evars qui se disent on va faire une grande journée de mobilisation, tout le monde dans la rue, etc. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, parce qu'en vrai, ça a été un flop monumental. Mais vraiment, quand je dis monumental, il y a des vidéos de leur mobilisation à Paris. Ils sont 100 places d'Enfer Rochereau. C'est dramatique, enfin, c'est minable, c'est profondément minable. Il y a 3 gilets jaunes et 2 complotistes. Enfin, c'est vraiment, ils sont vraiment nuls. Et c'est presque un plaisir de les regarder déblatérer des trucs très bêtes en plus. Enfin, voilà. Je vous enverrai la vidéo si vous voulez. Ça dure 4 heures, c'est extrêmement long. Mais tout ça pour dire qu'on est très loin des mobilisations mariage pour tous. On est très loin des mobilisations sur la PMA, par exemple. Donc, en termes de mobilisation, tout simplement, on n'en est plus là. Par contre... Mais ça a eu des conséquences sur le programme qui a été voté. Sur la manière dont a été fait le programme, oui. Oui, très clairement, parce qu'il suffit de le voir dans la manière... Donc, un programme scolaire, ça met du temps à se mettre en place, et donc le Conseil supérieur des programmes, qui est l'instance de l'éducation nationale qui est chargée de concevoir ce programme, a reçu toute une série d'associations, de syndicats d'enseignants, pour prendre leurs recommandations sur qu'est-ce qu'on va mettre dans ce programme. Quand on sait que les parents vigilants sont reçus avant certains syndicats d'enseignants pour la conception de ce programme, bon, on peut s'interroger sur le sens des priorités, par exemple, du CSP. Donc à partir de là, il y a eu plusieurs versions qui ont été présentées. Certaines qui étaient très bonnes, d'autres qui étaient moins bonnes. Le résultat de ce programme, il est... Le programme scolaire actuel d'Evars, il pourrait être mieux. Il aurait pu être bien pire. Donc il y a eu des renoncements, parce que parfois, il faut savoir lâcher sur un truc pour en obtenir un autre. Je sais pas, par exemple, pour moi, un des très bons exemples sur un des renoncements qu'il y a eu, et c'est totalement révélateur des paniques morales actuelles sur la question trans, par exemple, c'est le renoncement sur la question de l'identité de genre. C'est, par exemple, on ne parlera pas d'identité de genre avant la classe de 3e. Alors qu'on rappelle que les enfants affirment leur identité de genre entre l'âge de 3 et 5 ans. C'est à ce C'est-à-dire moment-là on a un peu mélangé les termes. C'est-à-dire qu'on a dit identité de genre, c'est comme la transidentité. Non, parce qu'en fait, par l'identité de genre... qu'on soit cisgenre ou trans, on en a tous une. Donc en fait, c'est juste une question de terme, c'est un peu débile en fait. C'est juste le mot genre en fait qui a posé problème. Identité de genre, ça ressemble trop à théorie du genre par exemple. Donc voilà, on s'est dit oh là là, identité de genre. La 3e, c'est mieux, comme ça c'est presque des ados, donc on peut leur parler ça. Donc on s'est dit voilà, là-dessus par exemple, c'est clairement un renoncement, c'est de dire. Je ne sais plus exactement comment c'est écrit dans l'espèce de FAQ de l'éducation nationale, mais en gros, je crois que c'est à peu près comme ça, mais en gros, avant la 3e, les enfants ne sont pas concernés par l'identité de genre. Genre, ils en ont pas. Il n'y a aucun enfant qui dit « je suis un garçon, je suis une fille voilà, à l'école primaire ». Alors que, bon, c'est très bien que les normes de genre, elles s'exercent à l'école, mais dès la rentrée, dès leur premier pas dans la cour de maternelle. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont un petit peu des aberrations, et en même temps, il a fallu admettre ce genre de choses. Et c'est pareil, je pense un petit peu aussi sur enfin en tout cas, ça fait pas consensus, mais je parlais tout à l'heure de la séparation entre Evars et Evars, le fait d'avoir complètement enlevé le S du programme premier cycle, donc c'est-à-dire maternelle et primaire. C'est quelque chose qui ne fait pas non plus pleinement consensus, parce que dire « Ouh là là, on ne parlera pas de sexualité en maternelle et en primaire »,
ça peut poser un problème en fait. Enfin, si on ne parle pas du tout de sexualité, parce que la sexualité, je le disais tout à l'heure, c'est un programme très large, comment on peut ne pas parler de sexualité, par exemple, en primaire, quand on sait qu'il y a des enfants qui vont avoir leurs règles en CM2 ? Et si on ne les a pas informés à l'école, ni potentiellement dans leur famille, ça veut dire qu'il va y avoir un problème en fait. Donc la sexualité, ça englobe aussi tout ça. Donc, voilà, la lutte aussi contre les violences sexuelles faites aux enfants, le concept d'intimité, le fonctionnement des parties génitales. Et rien que nommer ces parties, en fait, nommer les parties génitales, ça fait partie des choses qui sont vraiment encouragées par toutes les personnes qui font de l'intervention en EVARS. Et savoir qu'on n'a pas le droit de les toucher. Voilà, les toucher interdits. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là où il y a des choses très bien dans ce programme et il y a des choses sur lesquelles, il y a eu des conséquences justement à ces mobilisations qui certes aujourd'hui sont un peu moins présentes, mais en tout cas ça laisse une espèce de nappe en fait. Bon, je crois qu'on a vu, on va revenir dessus après sur plein de choses en fait, on va revenir plus en détail. Maintenant c'est grand temps que Léane puisse prendre la parole. Léane, tu as le micro. Toi tu as écrit du coup un livre qui s'appelle Les Vigilantes, dans lequel tu expliques la façon dont les femmes sont instrumentalisées, sont utilisées par le patriarcat, avec un P majuscule, je sais pas, genre la main invisible du patriarcat, pour se surveiller et notamment pour influencer la façon dont on élève les enfants. Alors tu pourrais parler de plein de sujets. Là, on est cette table ronde particulièrement. On a à côté de nous une experte de l'EVARS, donc je lui ai laissé le sujet. Est-ce que tu peux nous parler d'autres instrumentalisations d'enfants qui ont eu lieu à l'heure actuelle, et je pense particulièrement aux enfants trans, intersexes, LGBTQ+, en général? Oui, mais du coup, pour laisser Les Vigilantes, du coup, qui reprend mon travail universitaire sur le fémonationalisme. Le fémonationalisme, c'est l'utilisation d'une rhétorique des droits des femmes à des fins xénophobes, réactionnaires, conservatrices, sécuritaires, etc. J'ai beaucoup travaillé aussi du coup sur les mères, notamment la figure des mères dans l'État-nation et qu'est-ce que l'État-nation attend des femmes blanches notamment. Donc Emmanuel Macron attend un réarmement démographique par exemple, mais tout un tas d'autres choses. Nos symboles nationaux sont aussi genrés, avec par exemple Marianne qui a le sein nu parce qu'elle est la mère nourricière du peuple. Et cette figure du coup de réification de la mère, elle est très importante dans l'État-nation et dans les mouvements nationalistes. C'est pour ça qu'il va y avoir, donc, dans réification, il y a le fait d'objectifier les mères. On va leur dire qu'elles sont incroyables, on va les mettre sur un piédestal, mais en fait pour mieux les exploiter, pour mieux les enfermer dans ce qu'on attend d'elles et des attentes qui sont souvent impossibles et qui, je l'ai déjà dit, passent par leur exploitation. Ça, c'est important pour en venir à la suite sur, du coup, les paniques morales autour des enfants LGBTQIA. Pourquoi ? Parce qu'on attend dans l'État-nation des mères qu'elles forment les futurs citoyens, et ces futurs citoyens doivent être productifs dans le nationalisme, et on veut, pour caricaturer, mais je caricature pas malheureusement, des petits garçons de classe populaire qui vont aller dans les usines et qui vont aller se battre à l'armée en temps de guerre, et qui soient forts et virils et qui ne se plaignent pas de leurs conditions de travail, et des petites filles qui vont devenir maternantes, qui vont être dans le support émotionnel de ces hommes et qui vont elles-mêmes reproduire le corps national avec une moralité qui doit être parfaite, puisqu'il faut qu'à la fois on sache d'où viennent les enfants qu'elles portent pour assurer une lignée et un héritage, et en même temps, puisque c'est à elles qu'on force la prise en charge de l'éducation des enfants, si on considère qu'elles ont des mœurs olé olé, elles vont donner à leurs enfants des mœurs olé olé, et là c'est la décadence. Donc il y a une pression morale qui est exercée très fortement sur les mères, avec bien sûr un cadre hétéronormatif très important, et donc on va attendre des mères qu'elles fassent des enfants citoyens, modèles, et on va leur mettre une pression pour ça, et dès qu'elles dévient, hop, elles tombent du piédestal de la réification et elles deviennent les pires, les méchantes, etc. C'est aussi pour ça que toutes les mères ne sont pas traitées au même niveau, ni tous les enfants ne sont pas traités
traitées au même niveau. C'est-à-dire que les mères célibataires dans le récit médiatique sont suspectes, les femmes qui portent le foulard, par exemple, et qui sont de religion musulmane, sont suspectes, et leurs enfants sont vus comme étant forcément de la mauvaise graine ou de la mauvaise graine en devenir. Je parle aussi évidemment des mères lesbiennes, etc. C'est la même chose. Donc il y a vraiment ce soupçon qui se met notamment sur les mères précaires, les mères racisées, célibataires, etc., qui font que leurs enfants eux-mêmes, surtout quand ils ne sont pas blancs, eux, ils n'ont pas le droit à l'innocence. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Dans la domination parentale, tous les enfants ne sont pas considérés de la même manière. Il va y avoir l'enfant blanc qu'il faut sauver des menaces extérieures parce qu'il est naïf, il est manipulable, il n'a aucune agentivité, et donc il faut le protéger de toute richesse et diversité. Il est naturellement de naissance bon et pur et innocent. Exactement. Alors qu'il va y avoir l'enfant non blanc qui, lui, va être, pour reprendre les termes de Fatima Wassak, par exemple, qui va être désinfantilisé et qui va être vu comme un adulte déjà responsable de ses actes dès 3 ans et comme un délinquant, un futur délinquant, j'exagère à peine. Donc ça, c'est important de le comprendre, déjà, cette différence entre les enfants, et qui vient aussi des mères qu'on va juger très fortement. Et c'est important du coup de comprendre que les deux sont imbriqués. Là, quand je vous faisais la description de l'enfant blanc qui va être forcément à protéger par quelque chose de très sécuritaire et de très enfermant, et non pas par le fait de lui dire oui, il y a des risques, mais il y a aussi de la richesse, et de lui présenter en fait toute une nourriture et tout un choix différent de production culturelle, par exemple. Voilà. En fait, si vous regardez cette définition en fait, des préjugés qu'on a sur les enfants, ou des attentes qu'on a sur les enfants blancs, là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur les femmes. Le récit misogyne et le récit enfantiste sont extrêmement liés et sont très étroitement liés. Et même, on pourrait aller plus loin, l'exploitation des mères est imbriquée dans la tutelle qu'on va mettre très fortement sur les enfants. C'est-à-dire que plus on s'attaque aux droits des enfants, plus on s'attaque aux droits des femmes en même temps. Plus on s'attaque aux droits des femmes, plus on s'attaque aux droits des enfants. Les deux sont imbriqués. Et là où il va y avoir un pouvoir qui va arriver sur la transphobie, les LGBTQIA-phobie, c'est qu'en fait, pour faire accepter aux mères l'exploitation qu'elles subissent, on va leur laisser bénéficier en échange d'un certain droit à disposer du corps de leurs enfants. Et c'est évidemment pareil pour les pères, mais eux, ils sont moins exploités, donc voilà. Donc on va leur laisser l'illusion qu'elles ont un pouvoir total ou partiel sur leurs enfants. Donc ce qui peut créer, y compris dans les cultures monogames dans lesquelles on vit, ce feeling peut y avoir parfois de certaines mères qui vont vouloir quelque chose de très exclusif avec leurs enfants, dans l'amour qu'elles leur portent, et on va avoir du mal à déléguer, par exemple, le travail de care gratuit qu'elles font bénéficier, parfois parce que justement, elles ont des craintes de laisser leurs enfants qui sont parfois fondées, parce que malheureusement les violences envers les enfants sont extrêmement courantes, et parfois elles sont utilisées contre elles pour qu'elles ne se plaignent pas, qu'elles restent toutes seules et qu'elles s'occupent des enfants dans quelque chose qui coûte pas cher du coup à l'État, puisqu'il délègue tout le travail éducatif aux enfants, et qui fait que les mères restent assignées à cette exploitation-là. Donc en fait, il va y avoir chez un certain nombre de mères, donc en tout cas dans les profils de mères conservatrices que j'ai étudiés, qui avaient notamment des enfants LGBTQIA qu'elles ont reniés, il y avait plusieurs choses qui se jouaient. Donc la première étant la peur de perdre un contrôle justement sur l'enfant, parce que ça voudrait dire que l'enfant a été en contact avec d'autres réalités que la sienne. Et donc ça, c'est insoutenable, puisque ça veut dire qu'il y a des influences qui ne sont pas des influences parentales, et donc que le pouvoir et le contrôle parental n'est pas totalement imperméable au reste du monde. Et il va y avoir aussi chez certains parents, mais aussi chez certaines mères malheureusement, cette idée qu'un enfant qui s'émancipe du patriarcat ou de l'hétéropatriarcat remet en question, par effet de miroir, vraiment dans cet effet de miroir-là, les choix ou les non-choix plutôt qu'ont eu la mère, et donc parfois cette idée, suite à un coming out qui émerge souvent, donc dans les témoignages que j'ai eus qui m'ont été rapportés, cette idée que au moment du coming out, la mère par exemple va dire oui mais en fait moi je me suis jamais dit que je pouvais ne pas me marier, ou je me suis jamais dit que je pouvais sortir avec une fille. Moi aussi j'ai été amoureuse de ma meilleure amie, mais en fait
je me suis jamais dit que c'était pourquoi toi tu aurais le droit. Et c'est un petit peu la même chose, donc c'est la politique, les affects du ressentiment, qu'on retrouve chez certaines personnes, par exemple, qui sont en mode tous les jeunes doivent rembourser leurs dettes de leurs études, de leurs prêts étudiants, puisque moi-même j'ai beaucoup de peine, j'ai beaucoup souffert, j'ai dû rembourser mon prêt étudiant, donc je veux que les autres remboursent aussi leurs prêts étudiants. Donc cette politique du ressentiment est beaucoup utilisée par les paniques réactionnaires aussi. Ouais, grosse ambiance bizutage, quoi. Oui, grosse ambiance bizutage, mais vraiment malheureusement, dans une société qui se fascise, les affects du ressentiment, ils sont très présents et ils sont faciles à utiliser, d'autant plus qu'il y a chez les parents beaucoup... on leur met dans la tête qu'il y a... comment dire, en fait, c'est difficile d'être parent, et donc c'est des sacrifices, c'est parfois du coup de l'amertume pas toujours, mais qui peut exister. Et donc c'est facile ensuite de créer du ressentiment chez des personnes qui se disent « j'ai tout bien fait, j'ai été quelqu'un de respectable, j'ai suivi ce qu'on attendait de moi, j'ai suivi le modèle cis hétéronormatif, et j'ai peur déjà qu'on me juge comme n'ayant pas réussi à produire un sujet normatif si mon enfant ne suit pas le même chemin que moi. En plus, il me rit au nez puisqu'il remet en cause le modèle auquel j'ai cru et j'ai adhéré. Et donc là, ça va pas du tout, panique morale, puisque du coup, il y a une perte de contrôle sur un idéal, un cruel optimisme qu'on a eu en suivant ce chemin-là. Et donc ça peut être, et je pense qu'en fait, beaucoup de parents passent par ces questionnements-là suite à un coming out. Pas tous, parce que certains, heureusement, sont déjà sensibilisés, mais chez certaines personnes, ça peut arriver. Et je pense qu'il y a un moment de vulnérabilité, et un moment où certains parents peuvent essayer de chercher des réponses, et c'est à ce moment-là où des collectifs LGBTophobes vont sur des forums où des parents se posent des questions, donc des forums pour parents qui viennent d'avoir un coming out trans ou LGBT de façon générale. Ils viennent les chercher, ils leur envoient des mails, ils leur envoient des SMS, ils prennent leurs contacts, ils les invitent à boire des cafés, et en fait il y a vraiment un processus d'enrôlage qui est fait. C'est proactif, c'est-à-dire que c'est pas juste les parents qui tombent dans la soupe comme ça, c'est vraiment des associations conservatrices, réactionnaires, qui vont les chercher pour essayer de les enrôler et en faire des porte-parole. Donc ça, c'est important. Et je voudrais finir sur un truc avant de te redonner la parole. C'est intéressant à prendre comme exemple sur le contrôle parental et les questions LGBTQIA, la différence de traitement entre les corps du coup, des enfants intersexes et des corps des personnes et des enfants trans, puisque dans le cas des personnes intersexes, il y a des opérations de mutilation forcée. Est-ce qu'on peut rappeler, parce que la discussion, alors c'est vrai que j'ai réalisé que je ne l'avais pas dit, la discussion va être après diffusée dans mon podcast Paillettes et Préjugés, Oui. où les gens sont peut-être un petit peu moins au courant de tous ces termes techniques. Oui. Est-ce que tu pourrais du coup expliquer ce que c'est qu'un enfant intersexe ? Oui, bien sûr. Alors un enfant intersexe, c'est un enfant qui ne rentre pas dans les deux classifications biologiques binaires homme-femme, au sens où on l'entend, qui sont des qualifications qui sont très, on va dire, subjectives, puisque énormément de personnes, entre minimum 4 à 10-12% ne rentrent pas dans les normes chromosomes, organes génitaux, équilibres hormonaux binaires. Et donc tout ça, c'est le grand spectre des personnes intersexes. Et donc ça va de personnes qui peuvent naître avec deux organes génitaux différents à des personnes assignées femmes qui ont un haut taux de testostérone ou l'inverse. Et donc en France, la France a été condamnée plusieurs fois par plusieurs instances de droits humains pour le fait de mutiler les enfants intersexes à la naissance pour les faire rentrer de force dans une des deux catégories, femmes ou hommes, biologiques, entre guillemets, et donc pour les faire rentrer d'enfance-là, alors que ce sont des corps totalement viables et qui n'ont pas besoin de mutilation. Donc pourquoi est-ce que c'est un sujet important, déjà parce que c'est important de défendre les droits des personnes intersexes qui subissent ensuite des traumatismes liés au fait déjà qu'on ait décidé de leur identité à leur place, qu'on l'ait imposé par quelque chose d'aussi invasif qu'une opération sur un nourrisson viable qui n'en a pas besoin. Et donc c'est très intéressant parce que là, quand c'est du côté du pouvoir parental de décider sur catalogue de quel genre il veut garder pour son enfant, ça ne pose aucun problème. Par contre, les mêmes personnes qui vont trouver ça totalement normal vont ensuite créer des paniques morales en disant que le lobby LGBT, le fameux, veut que les enfants dès 4 ans puissent changer de sexe et avoir des opérations, et là, donc, grande panique. Donc... Ouais. J'avais justement envie que tu nous expliques un petit peu mieux ce qui se passe, parce que
Pendant très longtemps, la panique des parents, ça a été « Oh mon Dieu, mon enfant va finir homosexuel. Ouh là là !» Et là, ces derniers temps, ça a changé. Et donc la grande panique, c'est sur les enfants trans. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qui se joue? Alors on l'a vu pas mal aux États-Unis, mais particulièrement en France. De quoi les gens ont peur et comment ils s'attaquent aux droits des enfants trans et pourquoi? Bah déjà, les réactionnaires, ils s'en prennent toujours aux derniers arrivés sur le grand marché des droits. Il faut savoir jusqu'en 2016 en France, une personne qui voulait changer de genre à l'état civil devait être stérilisée de force pour pouvoir changer de genre. Donc voilà, en France, c'est très récent quand même que les personnes trans aient un tout petit peu plus de droits et pas forcément de droits effectifs. Donc ils s'attaquent au dernier arrivé sur le marché des droits et à un groupe toujours minoritaire et vulnérable à la fois économiquement et en termes de représentativité pour ensuite remonter. Donc ne vous inquiétez pas, ils sont toujours autant homophobes. C'est juste qu'ils se sont dit que maintenant que l'homosexualité semble être un petit peu plus acceptée dans l'opinion publique, et encore, on parle de 50% de la population qui trouve que c'est pas une aberration, alors calmons-nous. mais bon, voilà, donc c'est plus simple de s'en prendre aux personnes trans puisque c'est un sujet qui est encore abordé soit de façon très sensationnaliste dans les médias, soit sous-abordé. Et donc c'est plus simple puisque c'est plus mal connu, on va dire. Donc ça c'est la première raison. Et ensuite, donc derrière ça, il y a toujours cette idée aussi de sexiste de vouloir réassigner les normes de genre par la transphobie. Donc c'est plus large que juste attaquer les droits des personnes trans, c'est essayer de réassigner tout le monde à sa place. Et voilà, puis vu qu'ils ont perdu quelques batailles, j'ai oublié la question. Mais... La question c'est aussi comment est-ce que cette panique morale, elle prend forme. Et je pense notamment à la fameuse idée que ça serait mauvais pour les enfants d'être trans, comme si déjà c'était un choix, mais notamment parce qu'il y aurait un changement de corps qui serait irréversible, comme si les enfants allaient se faire allaient être opérés à l'âge de 4 ans et demi. Oui, alors en fait le truc c'est que pour eux c'est toujours plus simple de dire que c'est pour défendre les enfants, puisque en fait leur vrai but c'est d'interdire les transitions tout court. Je pense qu'il faut être très au clair là-dessus. D'ailleurs certaines personnes le revendiquent plus ou moins publiquement. Donc c'est plus simple de dire on veut interdire les transitions pour les mineurs et ensuite une fois que c'est acté on élargit. En fait ils pensent vraiment par palier, donc c'est toujours premier step, hop. Apolline me regarde parce qu'elle rigole parce que palier elle pense à problématique campagne Ulule, donc voilà, mais non on n'est pas sur ce sujet-là Apolline. Donc ils essayent de penser par step. Je dirais que c'est les personnes trans, mais aussi beaucoup les personnes intersexes quand même, parce qu'aussi avec les JO, on a eu toute la polémique sur la boxeuse algérienne, où on a dit que c'était un homme, etc., parce que, soi-disant, elle serait potentiellement intersexe, et c'est même pas le cas. Elle aurait juste un petit peu plus de testostérone que la moyenne blanche, puisqu'il faut savoir en fait que les taux de testostérone maximum qui sont faits sur les sportifs, c'est selon des moyennes de femmes blanches, et que dans le bassin méditerranéen, par exemple, les femmes ont plus de taux de testostérone, et donc sont considérées, et les femmes noires, certaines aussi, selon les ethnies. Et donc c'est une norme blanche, en plus il y a toujours un supplément raciste, évidemment. Voilà, donc ça a été quand même une panique morale qui a pris beaucoup d'ampleur, et donc l'Algérie a été accusée de wokisme trans. Voilà, les conservateurs ont beaucoup de créativité, n'est-ce pas? Donc il y a eu ça, et aussi beaucoup sur les enfants, effectivement, mais c'est toujours avec ce récit que le grand lobby viendrait convertir par les réseaux sociaux et les jeux vidéo, parce qu'on a aussi toutes les paniques morales qui arrivent à se mettre dans des cercles les unes avec les autres et devenir un grand agglomérat. Donc il y a toujours cette idée que le lobby enrôlerait les gens sur les réseaux sociaux et qu'en fait les parents perdraient le contrôle parental littéralement de leurs enfants par leurs réseaux sociaux, et que du coup ils se feraient aspirer par les LGBT qui seraient sur les forums, et donc ils les convertiraient, et qu'après il y a aussi, ça c'est intéressant, toutes des luttes de champ entre le pouvoir médical, le pouvoir parental, où des fois il va y avoir des frictions avec l'impression de certains parents que les médecins vont leur voler leur enfant ou le pouvoir dessus. En même temps, parfois, le pouvoir médical va être lui aussi transphobe, etc. Enfin, il y a quand même plusieurs niveaux qui s'entrechoquent.
et aussi parce que du coup, comme le genre, c'est quelque chose lié à l'identité qui concerne tout le monde et qui concerne quand même l'organisation et la division sexuelle du travail qui est très importante dans notre société, eh bien, tout le monde a son grain de sel à dire, a son mot à dire, et par rapport à ses enfants, et puis, pareil. on peut aussi dire qu'il y a, pour le coup, vraiment des campagnes de désinformation, en tout cas, il y a une mésinformation au sein de la société, puisqu'il y a toujours cette idée que, donc je voulais revenir dessus, sur les enfants seraient opérés, ça sera irréversible, on va les changer, ils sont trop jeunes pour savoir. Alors qu'en fait, j'en parlais d'ailleurs dans un épisode de Bienvenue bébé, la série que j'ai sortie sur Paillettes et préjugés, avec un témoignage d'un enfant trans. Légalement, en France, les enfants ne peuvent pas transformer leur corps sans raison médicale jusqu'à, je crois que c'est 16 ans, c'est pas exactement 18 ans, voilà, je vois Maëlle qui hoche la tête. Et donc, pareil, les seuls traitements hormonaux qu'on va avoir, ça va être des bloqueurs de puberté, qui sont justement des traitements qui font en sorte que la puberté arrive plus tard pour que l'enfant ait le temps d'y voir plus clair. Donc, c'est tout l'inverse, en fait, de ce qu'on accuse le fameux lobby LGBT tout puissant, puisqu'au contraire, l'idée, c'est de donner du temps aux enfants et d'attendre que les enfants sortent de l'adolescence et y voient plus clair. Oui, complètement. Oui, et puis en plus, c'est déjà des traitements pareils où pour les personnes cis, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas qu'on mette des jeunes garçons sous hormones quand on considère que leur croissance est trop tardive, et donc des accélérateurs hormonaux pour qu'ils rentrent dans la norme. En fait, c'est toujours ça, c'est quand c'est pour rentrer dans la norme, que ce soit les opérations sur les bébés intersexes, ça ne pose pas de problème. Quand c'est pour rentrer dans la norme, que ce soit pareil, de mettre des jeunes filles sous traitement hormonaux pour bloquer ou accélérer des choses, ça ne pose pas de problème. Du moment où c'est l'enfant qui le décide, là, ça pose problème. Et il y a toutes ces paniques morales-là liées effectivement au changement, à la puberté et au corps. Mais il y a aussi, quand on parle avec les parents, beaucoup l'histoire du changement du prénom. Qui revient beaucoup avec cette idée que le parent a choisi l'identité, il a mis son héritage, il a mis tout ce qui projette derrière le fait d'avoir une descendance, etc. Et que l'enfant reprenne une forme d'agentivité, de soin vis-à-vis de lui-même, de volonté d'expression de lui-même. Là, ça pose problème, puisque ça remet en cause le pouvoir parental aussi à ce niveau-là. Et donc là aussi, ça peut faire un petit peu basculer les certitudes, et c'est facile après d'être pris par les réactionnaires en suivant. C'est des enfants qui ne respectent pas l'autorité parentale, qui défient les choix parentaux. Tu as abordé un point qui, à mon avis, est vraiment clé, sur lequel j'aimerais vous interroger, j'aimerais qu'on aille plus en profondeur. Tu disais, on commence par les enfants trans, et puis après, on s'attaque à d'autres groupes. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir votre opinion dessus, et que vous puissiez nous expliquer en fait cette instrumentalisation des enfants. En quoi on les instrumentalise? Quel est finalement l'objectif final de la création de ces paniques morales? J'aimerais bien revenir sur un tout petit point, si je puis me permettre. Non, mais c'était hyper intéressant ce que tu disais par rapport aux enfants trans, parce que ça m'a rappelé une réplique, comme c'est pas un scénario, mais une chose qu'elle a dit. Je reprenais le compte-rendu des débats au Sénat concernant la proposition de loi qui a été faite pour l'encadrement de l'accompagnement médical des enfants trans, qui a eu lieu en 2023-2024. Bref, c'est récent. Et donc, évidemment, c'est une proposition de loi portée par les Républicains, évidemment. Et parmi tous les sénatrices qui ont pris la parole, il y a la sénatrice LR, à un moment, qui dit quelque chose qui me semble hyper révélateur de la manière dont on pense les enfants trans, mais peut-être aussi dont on pense la question de l'enfance en général. Et du coup, c'est peut-être là qu'on va pouvoir faire un lien avec ta question. Elle dit, en gros, oui, bien sûr, il faut protéger les enfants, mais il faut peut-être aussi les protéger d'eux-mêmes. Et je trouve ça tellement révélateur de cette mainmise, ce contrôle qu'on veut garder, que les parents veulent garder, que l'État veut garder, que la médecine veut garder, et la manière dont on conçoit de manière plus générale la question, la personne de l'enfant, en fait, l'enfant qui n'est pas considéré comme un individu complet, capable qui mériterait qu'on respecte ses besoins, en fait, des besoins fondamentaux. Et à partir de là, parce que dire quand même d'un individu qu'il faut l'aider, qu'il faut le protéger, mais qu'il faut le protéger de lui-même, ça montre quand même qu'il est trop immature,
qu'il n'est pas assez complet pour savoir en fait pour lui-même ce qui est bon pour lui. Et à partir de là, je pense que c'est là qu'on peut en tout cas, on arrive sur un conflit de quelle protection de l'enfance on veut aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut une protection qui équivaut à du contrôle et à de la surveillance, ou est-ce qu'on veut une protection qui s'accompagne, par exemple, d'information, du respect des besoins fondamentaux, qui soient aussi des besoins d'appartenance, d'identité, d'exploration de soi, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est là qu'on arrive à OK, quel projet de société on fait pour les enfants aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on met dedans, en fait ? Et c'est là que on se rend compte qu'on n'est pas forcément d'accord. Tout le monde, en fait, le truc, c'est que tout le monde veut protéger les enfants. Personne ne veut faire de mal aux enfants. Mais concrètement, protéger, ça veut dire quoi ? Et c'est là qu'on n'est pas tous d'accord. Tu n'as toujours pas prononcé, Léane, peut-être que tu vas le prononcer, le gros mot de ces derniers temps, le adultisme. Oui, la question de l'adultisme est très importante, mais je pense aussi qu'il y a des sujets où nous, il faut qu'on s'en empare parce que personne ne va s'en emparer à notre place. Je pense par exemple, j'ai eu beaucoup de discussions avec des libraires qui m'ont toutes remonté qu'elles avaient un gros problème, entre guillemets, c'est que beaucoup de jeunes adolescentes venaient les voir pour consommer de la dark romance. Donc la dark romance, c'est des romans qui mettent en scène des fantasmes de viol, mais aussi des fantasmes très patriarcaux. Vraiment, c'est pas juste de l'érotisme un petit peu olé olé, voilà, parce que des ados cherchent le frisson. C'est vraiment de la mise enfin quelque chose d'héroïsé, pardon. Qui passe par la souffrance des femmes de façon très forte. Et elle me disait qu'elles étaient assez désemparées puisque les ados venaient l'acheter, le faisaient acheter par leurs grands-parents en mentant, en disant que c'était des livres pour l'école, etc. Et c'est vraiment quelque chose que beaucoup de libraires m'ont remonté. Et moi, je suis en mode, il faut aussi qu'on intervienne pour se demander qu'est-ce qu'on fait face à ça, en fait. Parce que oui, il y a des jeunes adolescentes qui ont envie d'avoir un frisson, qui ont envie d'avoir accès à des choses qui ne soient pas que vanille. Et qu'est-ce qu'on fait de ces adolescentes-là ? Est-ce que les féministes ne disent rien, ne font rien, et du coup laissent la porte ouverte à ces littératures qui sont extrêmement patriarcales ? Est-ce qu'on dit que c'est cool qu'il y ait justement une littérature féministe, queer, à destination des ados qui soit érotique, mais dans ce cas-là, qui l'écrit ? Qui écrit en tant qu'adulte des fantasmes qui vont être lus par des adolescents ? Comment on traite ces sujets-là ? Quelles propositions culturelles on met en face ? C'est quand même des sujets qui sont pas simples et que je trouve qui sont largement sous-exploités et qui permettent qu'en face, les camps réactionnaires ou patriarcaux ont la mainmise en fait sur le sujet. Et je pense que sur les questions qui touchent là plutôt aux ados, voilà, sur tout ce qui est question liée au porno, à l'accès à la sexualité, au désir, etc., on n'est pas à la hauteur sur ces enjeux-là. Et il faut y aller beaucoup plus et se poser vraiment les questions qui fâchent, quoi. Et aussi, si je voulais revenir quand même pour préciser sur les enfants, l'idée n'est pas de dire que les enfants et les adultes ont les mêmes besoins, qu'il n'y a pas d'un temps d'apprentissage, un temps de soins, qu'il n'y a pas des besoins qui sont différents. L'idée, c'est plutôt de dire en quoi est-ce que l'accompagnement qu'on fait avec les enfants les encourage vers une émancipation et vers en fait le meilleur pour eux, et non pas ce qui nous rassure nous et ce qui nous rend confortable nous vis-à-vis du pouvoir et du contrôle qu'on veut exercer sur eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais te faire parler des ABC de l'égalité tout à l'heure, Maëlle. C'est parce qu'on a vu, en fait, ça a créé une vraie peur dans les milieux de gauche de s'exprimer sur ces sujets. Et là, tu en disais, tu le parlais, en fait, c'est des angles morts. Les milieux de gauche ne s'en emparent pas. On a sur tout ce qui est... l'enfance, en fait, la protection de l'enfance. Je trouve que ce truc de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est un peu super bannière de la Manif pour tous, de ces courants réactionnaires, SOS Éducation, etc., c'est le premier... Enfin, je reviens sur les verses, du coup, mais c'est le premier truc qu'ils disent, en fait. C'est vraiment, on est là pour défendre l'intérêt supérieur de l'enfant. Ou est-ce qu'à gauche ou dans les milieux féministes, par exemple, on parle vraiment de l'intérêt supérieur de l'enfant ? C'est des termes qu'on emploie assez peu, en fait. Par exemple, j'ai interviewé Claire Bourdi, donc, qui est la fondatrice du collectif Enfantis, parce que j'avais besoin de comprendre, dans le cadre du bouquin sur les verts, justement, j'avais besoin de comprendre un peu, genre, pourquoi cette question de l'enfance, de la protection de l'enfance, elle n'est pas trop présente dans nos milieux, en fait. Et d'ailleurs, à tel point que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire enfantiste. Oui.
Oui, complètement. Et l'enfantisme, c'est la... J'espère que je ne vais pas me planter maintenant. Quelle pression. Non, mais c'est la défense de l'intérêt de l'enfant, en fait. Et c'est la lutte contre les violences faites aux enfants. Donc on peut aussi qualifier de violence infantiste. C'est ça le problème qu'on a en français, c'est que l'enfantisme et l'infantisme sont des mots tellement proches que parfois on a un peu peur que ça se confonde. L'infantisme, c'est l'ensemble des violences et des oppressions dont sont victimes les enfants et les adolescents, de manière, c'est tout ce spectre en fait. Et donc l'enfantisme, c'est la défense des intérêts de l'enfant en fait, si je résume bien. Je t'ai coupé, et du coup je ne sais plus où on en était. Mais oui, sur l'intérêt supérieur de l'enfant, je pense qu'on aurait intérêt et c'est en train de se faire en fait. Je pense que les jonctions entre les combats féministes et les combats enfantistes sont en train de se nouer au fur et à mesure, parce qu'on est aussi dans un moment où il n'est pas possible de remettre un couvercle sur tout le tabou, l'omerta et la présence, en fait, l'air est irrespirable. Quand on parle des violences faites aux enfants, en fait, on se rend compte qu'elles sont partout et qu'elles sont dans tous les milieux, qu'elles sont dans toutes les sphères. Et en fait, je pense que ça va être impossible de revenir en arrière. On est face à un tel tabou qui est que tout le monde est... En fait, tout le monde, c'est ça qui est rageant en fait. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut pas faire de mal aux enfants, qu'il faut protéger les enfants, mais en fait, dans les faits, quand un enfant prend la parole pour lui dire qu'on lui a fait du mal, concrètement, derrière, il ne se passe pas grand-chose, que ce soit au niveau de la justice, mais de manière globale en fait, dans la société. Donc en fait, on est face à un vrai problème, mais là, on est à peine en train de conscientiser ça. Donc ça va prendre du temps, mais en tout cas c'est ma peut-être toute petite intime conviction, mais je sens qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se faire, et le fait est, c'est que là on assiste quand même à des jonctions qui sont en train de se créer entre les mouvements féministes, les mouvements enfantistes, qui moi me font espérer qu'en fait ça puisse aussi donner de la force à ce combat pour le droit des enfants. Et j'espère que dans cette jonction, tous les penseuses queer qui ont travaillé sur l'inceste, la domination adulte, etc., seront cités et remis à l'honneur, et que ça ne sera pas juste la partie très hétéro du féminisme qui va faire cette jonction-là, puisque les personnes queer ont quand même été à l'avant-poste de ces questions-là, les afroféministes aussi, et moi j'attends aussi de voir comment dans l'évolution du mouvement enfantiste, il peut y avoir aussi un phénomène de blanchisation de ce mouvement-là, d'hétérosexualisation de celui-ci, en disant parce que nous sommes mères hétérosexuelles, nous sommes les premières concernées à la place des enfants. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, et c'est vraiment hyper important que ce sujet émerge, puisqu'effectivement c'est des violences qui sont extrêmement puissantes, qui touchent en premier lieu, je pense qu'on ne l'a pas dit, les personnes LGBTQIA. Je rappelle que les premières victimes d'inceste, de violences pédocriminelles et de violences faites aux enfants de façon générale, c'est les filles lesbiennes et bisexuelles, même si elles n'ont pas fait leur coming out, parce qu'en fait derrière il va y avoir un processus de réassignation du genre, conscient ou inconscient, qui va être fait. On n'a pas de statistiques sur les enfants trans et intersexes, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important à documenter. Mais voilà, je pense que c'est important aussi de souligner que, comme toujours, les enfants non blancs, les enfants intersexes, les enfants en situation de handicap sont les premiers concernés par les violences faites sur les enfants. Et donc, encore une fois, il y a une intersectionnalité des violences très importante, parce que aussi, derrière ça, politiquement, il y a souvent cette volonté de réassigner un statu quo déterminant pour la vie future des enfants, puisque dans l'adultisme, on ne l'a pas dit, mais il y a aussi toujours considéré le sujet enfant, non pas comme un sujet qui vit sa vie maintenant, mais qui va vivre sa vie en devenir, puisqu'on considère que la vie des enfants n'existe pas et que la vie commence à 18 ans, puisqu'il n'y a que la vie adulte qui est pleinement riche et qui compte. Voilà. Je suis super contente qu'on ait 1h30 pour parler, parce que il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Je voulais revenir, Léane. Garde ton micro, Léane. Garde le micro. Okay, sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait que, historiquement, on l'a déjà vu, les paniques morales, c'est pas récent. Et donc, on a vu précédemment qu'à chaque fois qu'il y a eu une panique morale, on commence par s'attaquer aux enfants qui seraient des êtres innocents et qui n'auraient pas les moyens de se protéger eux-mêmes. Et donc, après, on utilise ça. Mais en fait, derrière, l'idée, c'est d'attaquer après
des groupes bien plus grands. Est-ce que tu peux me dire, du coup, ce que tu voulais dire tout à l'heure en disant on s'attaque d'abord aux droits des enfants trans et puis après à toutes les personnes trans? Oui, on l'a vu aux États-Unis, il y a eu beaucoup les questions sur l'école, sur justement la vie sexuelle et affective aussi. Il y a eu ensuite l'interdiction de certains livres qui étaient considérés comme trop subversifs, trop LGBT-friendly, etc. Puis ensuite, on s'attaque à des droits plus grands. Donc il y a eu tout un tas des décrets qui sont passés pour s'attaquer aux droits des personnes trans. Il y a eu avant le recul sur le droit de l'IVG. Là, actuellement, le mariage pour tous est menacé très sérieusement aux États-Unis. Et encore une fois, on voit que c'est toujours des attaques sexistes, hétérosexistes et queerophobes qui sont une même avancée réactionnaire. Et toujours avec cette idée qu'on veut protéger les femmes blanches, parce que c'est quand même toujours les femmes blanches, et les enfants. Vraiment, je mettrais les deux quand même assez ensemble, puisque ça va à la fois dans le discours misogyne de dire que les femmes n'auraient pas leur propre agentivité, auraient besoin d'être protégées par le mari, le patron, le président. Et c'est un petit peu la même rhétorique en plus grande qu'on retrouve sur les enfants. Et à l'inverse, nous-mêmes, on pourrait aussi penser les questions d'adultisme pour penser l'agentivité et les dominations. Je pense par exemple à un ami à moi qui est philosophe, qui s'appelle Tanguy Granis, qui travaille sur la possibilité ou non qu'il y ait une agentivité des hommes dans le patriarcat, que, en gros, est-ce que les hommes peuvent changer, se remettre en question véritablement? Si oui, sous quelles conditions? Et lui, il travaille notamment sur la question de se demander, est-ce que par le fait de politiser l'enfance, ça permet de se rendre compte qu'on a été dominé dans la société? Qu'est-ce que ça veut dire l'expérience de la domination, de la silenciation? Et par ce travail-là de politiser l'enfance, est-ce que ça permettrait ou non aux hommes de pouvoir changer? Il émet énormément de réserves quand même, parce que ça peut aller très vite que le mec te dise « Maman a été méchante avec moi, c'est pour ça que je ne fais pas la vaisselle ». Enfin, il y a 1 milliard de façons de retourner le truc ensuite, mais il y a quand même des choses à creuser dans la politisation de l'enfance, aussi pour comprendre mieux les rapports de domination et comment le fait d'avoir été nous-mêmes dominés au début de notre vie nous permet d'accepter de reproduire la domination sur autrui ou de soi-même accepter de la continuer à la vivre. Donc c'est quand même un sujet qui est vraiment transversal, puisqu'on a tous été a priori concernés par l'enfance et qu'on en a pour beaucoup souffert et vécu aussi une violence d'État en étant enfant. Et ça, je pense que c'est important de le dire aussi, par notamment l'école. Beaucoup d'enfants qui ne rentraient pas dans les normes de genre, de neuroatypie, de racisme, etc., ont vécu de la violence d'État par l'école, par le système scolaire. Ce qui ne veut pas dire que les profs sont forcément des méchants ou que sais-je, mais que le système scolaire crée de la violence sur les personnes minorisées. Et que certains enfants ont vécu de la violence d'État de police, notamment les enfants non blancs, très tôt, très jeunes, et que ça marque en fait pour la suite. Et donc il y a aussi beaucoup de choses à questionner sur la violence d'État et comment on est conditionné à rentrer à accepter le statu quo dès l'enfance en fait. Et le fait de dépolitiser totalement l'enfance, mais aussi d'enlever tout pouvoir politique, toute pensée politique aux enfants, donc de ne pas encourager le débat politique, de ne pas écouter en fait les revendications des enfants. Quiconque a déjà fait des ateliers de philosophie ou de politique avec des enfants se rend compte que c'est extrêmement intéressant, très riche, et que les enfants ont des idées, scoops, ont un regard sur le monde, ont des critiques à émettre, et qu'elles peuvent être intéressantes et nous apprendre beaucoup. Voilà. Maëlle, peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu de ce terme instrumentalisation. En quoi les enfants sont utilisés? C'est un super joker, en fait, ça fait consensus, ça met tout le monde d'accord. Donc en fait, c'est très facile à instrumentaliser, c'est-à-dire que l'enfant, c'est la figure de la pureté, de l'innocence, donc qu'il faut protéger. Et à partir de là, on peut faire passer plein de messages. Je pense par exemple, pour en revenir à l'EVARS, mais je pense par exemple, là récemment, il y a le syndicat de la famille qui a fait une campagne contre l'EVARS. Le syndicat de la famille, on rappelle. La Manif pour tous, qui a fait une espèce de campagne d'affichage. Alors j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop mis à Paris,
surtout que je ne les ai pas vus. En tout cas, je vis dans le 19e arrondissement, donc il n'y avait pas d'affiche de la Manif pour tous dans le 19e arrondissement. Allez savoir pourquoi. Mais en tout cas, je sais qu'elle a été diffusée dans plusieurs départements en France. Et par exemple, vous aviez des visuels avec des visages très graves d'enfants et à côté une phrase au lycée, on m'a dit que je pouvais être... Attendez, je vais vous redire le texte pour de vrai, hein, parce que c'était quand même assez... Allez, voilà. Mon lycée permet aux garçons d'utiliser les toilettes des filles, voilà, avec un visage très grave comme ça. C'est drôle, quoi. C'est exactement. C'est vrai, non, mais en fait, grave. voilà, c'est vraiment la réaction que vous devez avoir. Si c'est vrai, c'est très grave. Oh mon Dieu. Au collège, on m'a dit que je ne suis peut-être pas un garçon. Et je crois que la dernière, c'est vraiment ma préf. Aujourd'hui, à l'école, on nous a lu un conte dans lequel la princesse était un homme. Voilà. Nous, c'est notre réaction, mais visiblement, c'est fait justement pour ce qu'on disait par rapport au panic moral, c'est fait pour créer de l'indignation, en fait, ce genre de phrase. Et en fait, les enfants sont extrêmement pratiques pour générer de l'indignation, en fait. Parce que, en fait, en soi, c'est pas tant le contenu de la phrase, c'est la forme. Donc vous mettez cette phrase-là avec une très belle police très catchy et un fond de couleur et un visage d'enfant grave, ça marche très bien en termes de communication. Et là-dessus, en communication, je suis désolée, mais nos opposants politiques, ils sont encore plutôt doués, et c'est pénible d'ailleurs. Donc l'utilisation des enfants, elle est abusive, elle est fallacieuse, elle est outrancière, en fait, elle est terriblement outrancière, mais en fait, elle fonctionne très très bien. Je pense même que des fois, à mon sens, on devrait savoir s'en inspirer un petit peu, parce que c'est très facile pour eux de dire on est là pour protéger les enfants, boum, voilà. Nous, on veut pas que vous appreniez aux enfants à se masturber. Ok, du coup, derrière, on est obligé de sortir les rames pour dire non mais en fait, le programme des VARS, il ne s'agit pas d'apprendre les enfants à se masturber. Et on sort le programme, on sort la page pour dire regardez, là, c'est pas écrit, etc. Enfin, voilà, on perd des heures d'argumentation, alors que eux, leur argumentaire, d'une part, il est faux, et en plus, il tient en une phrase. Donc, c'est hyper pratique. Parce qu'il y a les enfants dedans, en fait. Nous, on arrive toujours en pompier, parce qu'il faut débunker leurs fake news. En pompier et en pompière. En pompière, évidemment, on descend de la truc, là, et puis... voilà. Mais en fait, on est toujours... on est toujours un peu à la traîne parce qu'en fait, en mobilisant la figure de l'enfant, c'est très rapide, c'est très efficace, c'est de l'instrumentalisation complète, c'est de la fake news, c'est de la désinformation, c'est bancal, mais en fait, c'est extrêmement efficace en fait. Et derrière, débunker une information, ça prend du temps, ça peut pas être aussi catchy que ça. Et en fait, c'est notre problème, c'est qu'on n'arrive jamais de notre côté, du côté des assos féministes, LGBT, etc., à arriver sur la table et à poser l'argumentaire qui soit aussi fort, quitte à être un peu outrancier aussi, mais si on arrive devant des anti-VAR, c'est à leur dire boum, les VAR, ça sauve des vies. Vous allez faire quoi en fait ? C'est vrai, les VAR, ça sauve des vies. Enfin, moi, je défends vraiment ce principe-là, en fait. Ça veut dire que ça va permettre à des enfants de prendre la parole, de s'affirmer en tant qu'eux-mêmes, d'être plus autonomes, plus émancipés. Donc oui, allons sur ce genre de vocabulaire, de rhétorique, en fait. Justement parce qu'en fait, jouons leur jeu un peu, ils instrumentalisent les enfants, je dis pas instrumentalisons aussi les enfants, non, c'est pas ça, mais soyons aussi malins, c'est-à-dire que les VARS, elle est du côté des enfants, elle est du côté de la protection des enfants, elle est du côté de la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant. Récupérons ça, en fait. Eux, ils l'instrumentalisent depuis des années. Il faut qu'on, trop facile, mais en tout cas, il faudrait qu'on arrive à récupérer ça. Oui, je pense être à l'offensive et au moins force de proposition sur les sujets et aussi sur des sujets que beaucoup d'adultes vont se poser, mais où il n'y a pas forcément d'espace pour le dire, parce que par exemple les réactionnaires vont beaucoup dire ah là là, on veut apprendre aux enfants à se masturber, etc. Mais en fait, énormément d'adultes se retrouvent face à un enfant qui va se masturber en public ou qui va se masturber à la maison, et donc beaucoup ne savent pas, n'ont pas eu l'éducation de comment réagir en fait face à ce genre de situation qui est vraiment la vie courante, puisque oui, les enfants se masturbent sans avoir vu un porno à l'avance, juste
parce qu'en fait, ils savent comment faire tout seuls. Voilà. Et en plus, c'est une situation qui est vraiment hyper simple à régler. Il suffit de dire, ben voilà, c'est ton corps, ce n'est pas honteux, tu peux le faire dans la chambre. Si tu as besoin de partir dans un espace, le faire, tu vas le faire dans ton coin. Mais c'est à toi, c'est ton intimité, c'est comme aux toilettes, tu fermes la porte, c'est la même chose et il n'y a pas de honte. Terminé, l'enfant comprend très bien, il ne recommence pas. Voilà, j'ai fait des années de babysitting tous les jours, je peux vous dire ça, il comprend. Et donc mais juste un article sur ça, pour en revenir un peu au journalisme, je pense que déjà ça fonctionne, hein, vous allez avoir un beau taux d'ouverture, je vous garantis, mais en plus c'est utile, vraiment, il y a besoin même de faire vraiment de l'éducation aussi auprès des publics par la presse sur ce genre de sujets qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui concernent énormément de personnes, et aussi sur les sujets qui sont plus des affaires qui ont eu un grand retentissement, type Betaram, eh bien c'est à nous aussi d'être à la hauteur sur ces sujets-là et de ne pas se contenter d'être dans une approche sensationnaliste, mais de vraiment se demander qu'est-ce qui a permis ces violences-là pendant des années, quel est le système derrière, à la fois religieux mais aussi éducatif, qui a permis que dans autant d'établissements privés catholiques, ce genre de violence explose. Mais c'est aussi, et en fait ça touche aussi au pouvoir parental, puisqu'il suffit d'écouter les enfants, enfin qui sont maintenant des adultes, mais du coup les victimes de Betaram, c'est que beaucoup de parents recherchaient un établissement où l'enfant allait être maté, cadré, et donc là, il y a une responsabilité absolument sociale au sens large. Ça, c'est important de le pointer, quel a été l'impact du pouvoir religieux dans l'affaire Betaram, quel a été l'impact du pouvoir parental, médical, qui n'a pas intervenu quand il y avait des enfants malades, éducatif, étatique, et de vraiment de couvrir le panorama des responsabilités qui ont permis cette situation-là. Et ça, je pense que c'est important, nous, en tant que journalistes, d'essayer de pousser un maximum ces éclairages-là, parce que je sais que c'est pas facile, hein, on se bat comme on peut dans les rédactions, mais voilà, d'essayer au moins. Je voulais justement rebondir dessus et faire un petit peu mon autopromo, parce qu'effectivement, moi, j'ai cherché à écrire des articles qui parlaient de la sexualité, j'ai choisi le mot vie intime, intimité dans le nom de Paillettes et Préjugés, sur le genre et l'intimité des enfants, parce que l'homosexualité, ça fait très peur, mais ce que je voulais dire, c'était vraiment parler de ça, de cette question, par exemple, comment est-ce qu'on accompagne un enfant qui se masturbe, parce qu'il est un acte physiologique, en fait, tout à fait anodin. Et ce que j'ai vu quand j'essayais de pitcher en fait, ces sujets à des rédactions, que je proposais des chroniques, que je proposais de faire des séries, des podcasts, on me disait « Ah non, mais on a déjà quelqu'un qui parle de parentalité. » Et en fait, il suffit de dire, c'est comme si, quand ça traite des enfants, une chose, un article par mois, ça suffit pour traiter de tout ce qui passe, tout ce qui a lui trait en fait à leur vie, en sous-entendant un petit peu que finalement, qui dit enfant, dit mère, dit femme, dit pas très intéressant, il n'y a pas grand-chose à dire, on ne va pas leur offrir aux parents, et notamment aux mères, l'étendue de connaissances en fait, qu'elles devraient avoir. Et c'est aussi pour ça que du coup on se retrouve dans un trou noir en fait, et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on a besoin de réinvestir en tant que journaliste le contenu en fait qu'on propose. Mais justement, Maëlle, je voulais te poser la question, est-ce que tu trouves quelle a été la couverture, et on a presque fini, là sinon après on va se faire enguirlander, et puis on va vous endormir, mais non, mais j'ai l'impression que tout le monde... Non, je suis pas... Ouais, peut-être que tout le monde est en train de s'endormir. On va... Merci pour votre soutien. Donc juste pour finir rapidement, est-ce que toi tu trouves que la couverture médiatique de l'EVARS, du programme EVARS, a été positif, négatif, mieux, moins bien qu'il y a 10 ans pour les ABCD de l'égalité ? C'est très dur comme question. Quand on avait un peu préparé la table ronde, je te l'avais dit, je n'ai pas, j'ai pas fait d'études comme on le fait d'ailleurs à la JL parfois sur la couverture médiatique de l'EVARS, donc je pourrais pas donner des chiffres, enfin vraiment faire un état des lieux hyper précis. Mais ça va rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que grosso modo, les médias de droite, les médias de Bolloré disent que l'EVARS c'est dangereux, que ça fait du mal aux enfants, que ça va effracter psychiquement, enfin, ça reprend les éléments de langage du syndicat de la famille, de SOS Éducation, etc. Donc vous avez le JDD, vous avez Europe 1, vous avez RMC, vous avez ce genre de choses. Du côté des médias plus généralistes, j'ai l'impression que
ça suscite pas tant d'intérêt que ça. Un petit peu, en fait. Je pense qu'il y a quand même des personnalités qui sont identifiées sur ces sujets. Ce sont par exemple Lolita Rivet, qui a fait ce podcast C'est quoi l'amour maîtresse, qui a eu pas mal de succès, qui en sort un deuxième, là, dont le nom m'échappe. Mais voilà, je trouve C'est qui commande ou qui c'est qui commande. Qui commande, voilà, exactement. Donc, qui travaille beaucoup sur l'enfance. Donc, il y a quelques personnes comme ça qui sont identifiées sur cette question. Donc, il y a toujours ce sentiment que les VAR, c'est un sujet un peu sensible, mais on n'est plus sur du débat pour-contre, avec une très forte polarisation, comme on a pu le voir avec le mariage pour tous, où c'était un pour, un contre qu'on mettait face à face, comme si c'était des avis qui étaient équivalents. Donc, on n'est pas là-dessus, mais je dirais quand même qu'en termes de cadrage médiatique, on est toujours... c'est toujours un peu cette idée que vu que c'est un sujet sensible, il y a toujours une polémique un peu derrière sur voilà, l'enseignement de la masturbation à l'école, où on va montrer du porno aux enfants, etc. Et donc ça colore un petit peu la manière dont on va aborder le sujet. Et je trouve que pour l'instant, j'ai pas vu de traitement médiatique du sujet de l'EVARS qui montre les anti-EVARS comme des personnes qui vont à l'encontre des droits de l'enfant. C'est-à-dire qu'ils sont toujours montrés comme des anti-EVARS, des gens qui ont une position politique, presque on pourrait dire une position militante, vu qu'eux aussi sont des militants, c'est-à-dire que ces gens passent leur temps à nous traiter de militants, mais eux aussi sont des militants en fait, des militants réactionnaires certes, mais des militants. Je trouve que les anti-EVARS ne sont jamais montrés comme des personnes qui, par leurs actions, par les actions qu'ils mènent, par l'obstruction qu'ils font à l'éducation à la sexualité, à l'EVARS, contreviennent aux droits des enfants, tout simplement. Ce sont des personnes qui parce qu'ils s'opposent à cet enseignement, bien empêchent les enfants d'avoir accès à de l'information, donc s'opposent à leurs droits. Et ça, c'est un cadrage médiatique que pour l'instant, je n'ai jamais vu et que j'aimerais potentiellement bien voir un jour, c'est-à-dire... pour le schématiser en gros, les montrer comme les bad guys de l'histoire. Voilà, les méchants de l'histoire. J'aimerais bien juste le voir. Voilà. Léane, est-ce que tu as quelque chose à te dire pour conclure avant qu'on prenne les questions du public ? Le poids de la conclusion est sur toi ? Non, mais je pense que... en vrai, non, on a dit beaucoup de choses, voilà. Mais oui, et aussi peut-être questionner, pour finir, la place qui est accordée aux enfants dans l'espace médiatique. Et il y a de plus en plus de formats, je trouve, qui mettent directement des interviews d'enfants. Bon, ça pose plein de questions sur le droit à l'image, etc. On ne va pas rentrer là-dedans, mais je pense que là, comme ouverture, cette question de quelle place directe les enfants ont-ils ou devraient-ils avoir dans l'espace médiatique, puisqu'on sait que les personnes dominées dans l'espace médiatique sont toujours racontées, sont toujours parlées, mais ne parlent pas elles-mêmes. Et donc j'ouvre sur cette question-là, comment aussi accorder une plus grande place aux enfants dans l'espace médiatique. Voilà. Et merci pour votre écoute et votre patience, parce que c'était long. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous d'être restés dans l'auditorium pendant cette longue conversation. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais, j'aime bien là les mains qui se lèvent. Bonjour, merci pour cette discussion. J'ai une petite question sur un peu plus large. Dans le paysage médiatique actuel, vous en avez pas mal parlé, on a l'impression que tout est très sectorisé maintenant, c'est-à-dire que voilà, les réactionnaires, ils ont leur CNews, leur Europe 1, leurs petits espaces où ils sont entre eux à dire ce qu'ils ont. De l'autre côté, il y a aussi d'autres, je pense à d'autres médias, de l'autre côté, des Blast, des Mediapart, des choses comme ça, qui sont voilà, là aussi, c'est des espaces safe pour les gens qui y discutent. Est-ce que vous pensez encore qu'un dialogue est possible entre ces sphères? Alors je vous demande pas d'aller vous faire déchirer à CNews ou à l'inverse d'inviter Zemmour sur votre média par exemple, mais est-ce que vous pensez qu'un dialogue est encore possible, qu'on peut convaincre encore ces gens, ou est-ce que vous pensez que c'est trop tard et qu'on est maintenant dans la lutte d'un camp contre un autre et que c'est irréversible et qu'on est dans cette confrontation là?
J'étais en Creuse en septembre et j'en ai pas mal parlé avec des personnes qui habitent en Creuse et qui me disaient mais moi en fait je peux pas me fâcher et ne plus parler avec toutes les personnes qui votent à l'extrême droite parce que c'est mon voisin, mon boulanger et j'ai besoin d'acheter du pain quoi et la prochaine boulangerie elle est à 20 km donc c'est un peu compliqué. Donc il y a des enjeux territoriaux qui sont pas les mêmes. Nous c'est vrai qu'à Paris on peut se dire bon voilà cette personne je la revois plus, je lui parle pas. Donc à notre échelle individuelle, c'est compliqué on va dire. Mais pourquoi je parle des médias locaux? Parce qu'en vrai, eux, ils peuvent justement plus facilement faire le pont en prenant en compte les enjeux dans les territoires. Là où les grandes rédactions, vues comme parisiennes, etc., incarnent déjà dans l'imaginaire réactionnaire tout ce que la ville, Paris, incarne aussi dans l'imaginaire réactionnaire, parce qu'il ne faut pas être dupe sur ça. Donc, c'est-à-dire la décadence cosmopolite, Babylone, etc. etc. Pour autant, qu'est-ce qu'on cherche par le débat? Je pense en fait tout est possible en soi, mais je pense que ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est quel est l'objectif, quel est le but, quel échange on va avoir, pourquoi, comment, et pour advenir à quelle conversation. Donc moi j'ai envie de dire sur ces réponses-là, s'il n'y a pas oui ou non, c'est ça dépend, mais par contre ça doit être pensé stratégiquement à l'avance sur quel type d'information ça va faire ressortir, puisqu'effectivement c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans la tête des gens d'extrême droite. Mais comment on leur donne pas juste le crachoir en faisant ça, puisque le crachoir ils l'ont déjà partout, en vrai, on va pas se mentir, et de plus en plus aussi dans les grandes rédactions malheureusement. Donc ça je pense que c'est une question de cadrage, de stratégie, d'objectif, et d'avoir envie de comprendre à l'avance quelle information est mise, et aussi de faire attention dans les formats qui sont proposés à est-ce que tout est aplani, tout est mis sur la parole, par exemple, je sais pas, de quelqu'un qui a fait une thèse sur un sujet va être mis au même niveau qu'un militant du RN. Non, en fait. Donc c'est comment on cadre l'information qui est importante selon moi. Et donc c'est pas oui ou non, mais c'est pourquoi et comment. Oui, merci beaucoup. On a beaucoup parlé de l'EVARS et c'était hyper intéressant. Mais j'ai un peu l'impression qu'aussi, en tant que parent, pour le coup, c'est un peu une licorne, l'EVARS. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, mais en réalité, les 3 séances par classe de la maternelle au lycée dont tu parlais, moi, personnellement, j'ai jamais vu ça appliqué pour aucun de mes enfants. Enfin, j'en ai 2. Et du coup, je voulais savoir si on avait des statistiques sur le nombre de séances réelles qu'un enfant allait rencontrer dans sa scolarité, parce que je pense que pour le coup, le terme de panique, il est vraiment à propos, puisqu'en fait, il n'y en a pas, quoi. Enfin, très très peu. Il y a des chiffres. C'est justement en fait ce qu'a, je pense, donné un peu un point de départ au fait qu'on a remis ce sujet sur la table, parce que la loi, elle existe depuis 2001. Depuis le 2001, oui, bon voilà, il s'est passé les ABCD de l'égalité, mais en fait, ça n'a pas donné non plus un coup de projecteur sur l'éducation à la sexualité, alors que les deux choses sont un petit peu liées, mine de rien. Donc oui, il y a des chiffres, je ne les ai pas en tête, mais oui, il y avait effectivement, il me semble que c'était Nous Toutes qui avait fait une étude là-dessus. Voilà, c'est Nous Toutes qui l'avait fait. Et il y a 3 associations qui ont porté plainte contre l'État justement pour la non-application de cette loi. Donc voilà, c'est un peu ça qui a en 2022-2023 un peu secoué le truc, et ce qui a donné un peu une succession d'événements comme ça qui font aboutir à ce programme scolaire qui est effectif maintenant. Effectivement, en fait, cette histoire de 3 séances qui ne sont pas vraiment appliquées, je pense qu'elles elles servent un peu pour quantifier un peu ce qui se passe, parce qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose, et que ça permet de dire c'est fait quelque part à un endroit. Dans un monde idéal, je pense que ces 3 séances... c'est pas 3 séances qu'il faut, parce qu'en fait ça permet de dire, moi j'ai déjà entendu des fois dans des enseignants ou des profs doc dire bon, cette classe là ils en auront fait 2 cette année, 2 c'est déjà quand même pas mal, tu vois, donc en fait c'est déjà mieux que rien qu'ils en aient 2, et tant pis si c'est pas 3, mais 2 c'est déjà cool. Donc en fait ça permet de quantifier un petit peu ce qui se passe et de dire ça existe un petit peu quelque part. Dans un monde idéal, ces 3 séances, on s'en fout, et on est vraiment dans une école qui a intégré ce qu'on appelle la pédagogie critique des normes, et qu'on n'est plus dans cette idée de
peut-être qu'il faudra que je définisse un petit peu la pédagogie critique des normes à un moment. Mais en tout cas, on n'est plus sur cette idée qu'on va faire des petits modules une fois au premier trimestre, une fois au deuxième et une fois au troisième. Comme ça, on aura bien saupoudré un petit peu partout. Une petite séance sur le consentement, une petite séance sur la contraception et une troisième où on parlera, j'en sais rien, d'autres choses. Voilà, on dissémine un petit peu comme ça des choses sans les intégrer concrètement à une dynamique de classe, à un projet de classe. Je ne suis pas en train de dire que c'est fait nulle part, parce que je sais qu'il y a des profs, des enseignants qui le font et qui le font bien et qui ont pris ce sujet bien avant qu'on parle du programme scolaire, qui le mettent en place, qui le défendent ardemment. Et il y a aussi des profs qui sont flippés de le faire, pas du tout armés pour le faire, pas formés pour le faire, qui n'ont pas le temps de le faire. Donc Qui ne sont pas d'accord. Qui sont pas d'accord, qui s'en foutent. Donc voilà, il y a plein de raisons de ne pas faire de l'EVARS et de ne pas faire les 3 séances, de toute façon. Il n'y a strictement aucune formation aussi, on peut le dire. Oui, et qui manque de formation et juste de temps, le temps en fait. Oui, parce qu'en plus maintenant ils doivent être 2 profs volontaires et ils n'ont pas le droit de faire, ils peuvent pas faire de place pour ça dans leur emploi du temps. Donc il faut trouver 2 profs volontaires qui ont un trou dans leur emploi du temps au même moment pour le faire. Donc c'est hyper difficile à mettre en place même pour les profs et rien n'est fait pour les aider. Donc là on voit aussi qu'il n'y a aucun moyen mis en place, quoi. Donc vraiment, c'est super ce programme, ça donne des directions, ça pourrait... Enfin voilà, pour l'instant, on est en novembre, donc il est effectif depuis 2 mois, donc c'est extrêmement léger. Donc oui, cette question des 3 séances, finalement, je pense que c'est vraiment... Il y a un truc vraiment très cosmétique, en fait. Enfin, c'est pour dire ça a existé quelque part, en fait. Donc on se cramponne un peu à cette idée-là. Mais effectivement, et en plus, et je pense que je vais terminer là-dessus, c'est que moi j'ai déjà eu, donc dans le cadre de ce bouquin, j'ai fait pas mal d'entretiens avec des personnes extérieures aux écoles qui vont dans les établissements scolaires faire des séances d'EVARS, que ce soit en collège, en lycée, ou même parfois en primaire aussi, et qui rigolent quand ils sont accusés de vouloir faire de la propagande ou du formatage ou de l'endoctrinement des enfants. Parce que tout le monde sait que 3 séances, c'est pas assez pour endoctriner les enfants. Il faudrait beaucoup plus de séances pour endoctriner vraiment de façon efficace les enfants et les ramener dans le lobby LGBT. Donc vraiment, 3 séances, c'est rien du tout. Franchement, moi j'ai eu plusieurs animatrices EVAS qui me disent, mais franchement, si ils ont noté le numéro du planning familial que j'ai inscrit sur le tableau au début de la séance, je suis contente. Donc on en est là, la barre elle est au sol en fait. Donc l'endoctrinement, la propagande, mais... Vraiment, ouais, panique morale, parce que vraiment, en fait, on en est très, 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 très loin. Comment une séance par trimestre, ça fait le poids quand des gamins passent leur temps, désolée, je vais vraiment parler comme une vieille com, mais passent leur temps sur TikTok à regarder Alexis Chance ou Laurent Adé, en fait. C'est des influenceurs masculinistes. Donc, ça fait pas le poids. Donc oui, il faudrait, j'ai envie de dire, plus que 3 séances, mais non, il faudrait refondre tout ça et... changer beaucoup de choses. Voilà. C'est tout, vous avez tout compris? Vous avez trouvé la solution pour sauver les enfants? Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être? C'est bon, vous voulez aller faire la fête? C'est bon. Bon, super, merci beaucoup. Ah, Léane. Oui, n'oubliez pas problématique et les paliers. Voilà, si jamais vous pouvez faire tourner à vos réseaux. Merci beaucoup, il reste 10 jours. Apolline est là. Merci. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc la fête continue. Vous pouvez maintenant continuer à la cantine où il va y avoir des stands à manger, à boire. Et ensuite, à partir de 20h30, je parle sous le contrôle de mes coprésidentes, il y aura un show animé par Mini Majesté et plus tard un DJ set. Voilà. Donc la cantine, vous partez là, vous allez à droite et vous remontez par les escaliers et vous suivez les panneaux cantine.